Bonjour à chacun et à tous et merci de nous rejoindre sur cette émission spéciale, ce plateau spécial devrais-je dire, qui fait suite au discours du chef de l'État sur l'état de la nation pour le compte de cette année 2022 qui s'achève. Vous l'avez suivi sur nos antennes, vous venez de le suivre d'ailleurs via nos collègues, les images de nos collègues de l'ORTB. Ce discours du chef de l'État, un discours qui aura pris une bonne cinquantaine de minutes, si je ne m'abuse, et qui aura vu le chef de l'État s'étendre sur les grands chantiers que son gouvernement aura exécutés pour le compte de la nation pour cette année 2022. Il n'a pas manqué d'ouvrir des perspectives et de nous annoncer quels sont ses objectifs pour l'année 2023. Et je peux vous le dire, il y a beaucoup de bonnes choses qui sont donc prévues dans le cadre de la satisfaction des besoins au plan national des populations. Pour décrypter ce discours du chef de l'État, j'ai avec moi sur ce plateau Laurent Roland-Tonekes. Il est journaliste ici à Eden TV Diaspora FM. Il est analyste politique. Il est avec nous. Bonjour Laurent. Peggy Ludovic d'abord, bonjour et bonjour amis téléspectateurs. En face de vous, c'est bel et bien Stanislas Amoy, journaliste également, analyste politique à Eden TV Diaspora FM. Bonjour. Bonjour, Peggy Ludovic Dagua. Bonjour à toutes et à tous. C'est par vous que je vais commencer. Quelle a été votre impression au final, à la fin, je vais dire, de ce discours de près de 50 minutes que le chef de l'État a prononcé? D'abord, il faut noter que le discours, contrairement à ce à quoi on était quand même habitué les saisons précédentes, le discours a été relativement long. Si on s'en tient aux habitudes désormais à nous imposées par le chef de l'État. Mais bon, une fois n'étant pas coutume, il fallait revenir sur plusieurs aspects de l'actualité nationale au niveau de l'État. Et donc, en une cinquantaine de minutes, le chef de l'État a quand même parcouru certains pans majeurs de ce qu'il aura fait pour notre pays et pour les différents travailleurs. Sauf que si vous me demandez une impression globale, je dirais que c'est... En attendant d'aller dans le fond, justement, je dirais que c'est un discours empreint d'humour par endroits. Parce que même à des séquences données, le chef de l'État avait voulu que les hommes présents à l'hémicycle puissent applaudir quand il a parlé, par exemple, de la représentativité des femmes, qu'il a souhaité qu'il y ait plus de femmes à l'Assemblée nationale. Il a remarqué que les femmes présentes, notamment parmi les ministres, avaient applaudi, mais que les hommes ne l'avaient pas fait. Et donc, il leur a demandé de le faire. Donc, c'est un discours empreint par endroit d'humour. C'est quand même assez bien qu'on se détende de temps à autre. Maintenant, pour ce qui est du fond, on y reviendra certainement. On y reviendra tout à l'heure. Le temps de prendre également les tout premiers mots de Laurent Roland-Tonekes, président sur ce plateau et qui a bien suivi, le discours du chef de l'État avec une oreille attentive. Je présume. Oui, une oreille attentive, bien évidemment. Je crois que quand on suit ce discours, et quand on vient à la fin du discours, on se rend compte que c'est véritablement un discours bilan, bien évidemment, par rapport à ce qui a été fait en 2022 et un discours annonciateur de ce qui se fera en 2023. Oui, et en gros, je suis tenté de dire un discours campagne. Déjà. Qu'est-ce qui vous permet de le dire? Mais écoutez, il y a beaucoup d'aspects qu'on peut aborder dans ce discours qui montrent clairement que le chef de l'État, même s'il n'est pas en campagne, semble tenter de nous montrer que nous sommes dans une période où il fallait, en tout cas, de toute façon. Mais qu'est-ce que vous lui reprochez ici déjà? Il entrevoit une fête pour les prochaines législatives. Mais écoutez, je n'ai jamais dit... En faisant quand même recours au passé, je n'ai jamais dit que c'est mauvais. Je n'ai pas dit que la participation n'était pas toujours ce que cela devrait être, selon les analystes et autres. Mais aujourd'hui, l'homme prédit une fête pendant ces législatives-là. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Non, mais je n'ai pas dit que c'est mauvais ce qu'il a dit. Bien évidemment, j'ai dit que c'est un discours campagne, parce qu'il a parlé du discours annonciateur, ce qui se fera en 2023, discours bilan, ce qui a été fait en 2022. Et donc, dans une certaine mesure, et sachant qu'il est allé jusqu'à citer deux formations politiques grâce auxquelles, en tout cas, tout ce qui a été fait a pu être fait, bien évidemment, et qu'il a abordé un certain nombre d'aspects, pour moi, c'est que déjà, il montre les signaux de ce qu'en réalité, ce sont ces formations politiques
qui m'ont aidé et donc ceux qui m'aiment feraient mieux de les suivre. Ça, c'est votre lecture. C'est ma lecture. C'est moi, ça. C'est pas. Mais quel mal y a-t-il? J'ai jamais dit qu'il y a un mal à ça. Stanislas, est-ce que vous êtes d'accord apparemment, avec... vous me comprenez mal. Non, je vous comprends très bien parce que à votre façon d'élever la question, c'est comme s'il y a un brin de, comment dirais-je, de dénonciation. Non. D'abord, je ne partage pas totalement l'analyse de Roland parce que je n'ai pas entendu le chef de l'État dire clairement que ces déformations politiques l'ont aidé à accomplir sa mission. J'ai plutôt... Non, mais il a bien dit, c'est quand même grâce aux membres de ces partis politiques qui sont au gouvernement que nous avons pu atteindre ces objectifs. Non. Ce que moi j'ai entendu et qu'il a dit, c'est que ces déformations politiques, le Bloc républicain et l'Union progressiste, le Renouveau, lui ont mis de la pression par rapport à certains aspects. Et c'est ça qui a justement contribué à ces résultats-là. On ne va pas s'imaginer que ces formations politiques... Vous prenez le pan contraire. Oui, on ne va pas s'imaginer que ces formations politiques siègent par exemple en Conseil des ministres. Non, loin s'en faut. Le chef de l'État a juste, dans un pan de son discours, reconnu le mérite à ces formations politiques-là qui, sur certains aspects, lui ont mis la pression pour qu'il atteigne certains résultats. Et pour moi, il n'y a pas de mal à reconnaître à ces chapelles politiques leur contribution. Donc, il n'a pas dit que ces formations siègent en Conseil des ministres ou que chaque matin on l'appelle pour ci ou pour ça. Donc, je ne pense pas qu'il soit en campagne, contrairement à ce que... à l'Assemblée nationale, les 83 députés sont UPBR. Les ministres du gouvernement sont tous UPBR. Oui. Mais le problème, il est où? Moi, je ne vois pas le problème. Non, justement. Mais moi, ce que je dis, apparemment, vous me comprenez mal. C'est-à-dire que quand je suis le chef de l'État lui, et quand il parle, et quand je suis ce qu'il a dit, pour moi, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de mal. Mais vous dites qu'il est en campagne, moi je... Non, je n'ai pas dit qu'il est en campagne, j'ai dit discours campagne quand même. Oui. Utilisons les mots tels que je les ai utilisés. D'accord, discours campagne, oui. Et j'ai dit discours annonciateur, et discours bilan. Cela suppose que quoi? Oui, c'est de son plein droit de dire ce qu'il a fait, de dire ce qu'il fera, et ce que cela arrange sa famille politique. Il n'y a pas de mal en cela. Mais et donc, quand je le dis, quand je l'ai dit, je ne l'ai pas jeté des pieds, bien évidemment. Je dis, c'est son rôle, il est dans son plein droit de le faire. Mais ce que je dis, moi, je constate, en tout cas de ma lecture, et c'est moi, c'est que dans son discours, je relève des choses qui vont dans le sens d'une sorte de campagne déguisée. C'est tout simple. Je ne dis pas... Vous souffrez aussi que quelqu'un d'autre ne partage pas votre avis. Je vous ai jamais dit, mon cas, justement. Voilà. Je vous ai jamais dit le contraire. Voilà. Et donc, moi, par exemple, je ne le vois pas sous un angle de discours campagne, mais c'est, après tout, nous le savons tous quand même, la fonction présidentielle est une fonction éminemment politique. Ce n'est pas une fonction lambda. Et donc le chef de l'État est dans son droit d'annoncer ce qui se fera au regard de toutes les actions qu'il a déjà amorcées. Donc voilà, il est dans son plein droit parce que son second mandat court jusqu'en 2026. Et donc voilà, annoncer ce qui va se faire, c'est de son plein droit. Ça fait partie même, je dirais, de ses prérogatives. Et donc on ne peut pas lui en vouloir pour ça. Maintenant, je voudrais quand même qu'on aille dans le fond. Oui, on ira dans le fond. Voilà. Si vous permettez, déjà, quand vous suivez... Si vous permettez, si vous suivez... Excusez-moi, permettez que je... Non, c'est juste... Donne-moi 30 secondes. Je vous en prie. Vous allez voir qu'à la fin, le président de l'Assemblée nationale a dit que le chef de l'État les a habitués à un discours synthétique. Mais cette fois-ci, le chef de l'État a été assez long. Mais je l'ai dit dans mon oui, justement. Ça veut dire que quoi? Voilà. Il fallait être long. Il fallait être long pour mieux expliquer les choses. À un discours. Laurent, vous allez me laisser finir ma question et vous allez comprendre. Alors, est-ce que quand même, on n'a pas noté un chef d'État un peu directeur de campagne de ces deux blocs? Parce que quand il dit, c'est grâce quand même à ces deux formations politiques que je le fais, que j'ai réussi à faire ce que je fais, alors que nous sommes à quelques jours d'entrer en campagne. Est-ce que ce n'est pas une manière de lui dire, de dire aux populations, puisque c'est eux qui m'ont permis de réussir toutes ces embellies, je vous prie quand même de regarder vers eux et quand vous serez dans l'urne. Bon, moi, personnellement, je ne le vois pas sous cet angle parce que, vous savez, toutes les formations politiques, en tout cas dans tous les grands pays de démocratie au monde, on a eu souvent deux courants, la mouvance et l'opposition. Après, clair. Il peut y avoir d'autres ramifications. Alors, quand vous soutenez les actions d'un régime en place, c'est que quelque part, vous voulez contribuer au renforcement de ces actions au profit des populations. Et donc, quand le chef de l'État en vient
à reconnaître le mérite de ces formations politiques, ça veut dire que oui, ces formations soutiennent ces actions. Et donc, dans l'implémentation de ces actions, voilà, au profit des populations, ça lui a permis de régler beaucoup de problèmes. Donc, il a reconnu. Mais de là à dire qu'il est dans une sorte de campagne au profit de ces formations politiques, je ne le pense pas, parce que le citoyen lambda voit quand même ce qui se passe au Bénin depuis un certain nombre d'années. Tout le monde ne voit pas. Non, vous savez, si on veut être réaliste, on voit. Sauf que, et cela, j'ai pu quand même le saluer dans son discours, il a pu relever qu'il y a des points d'insatisfaction. Parce que, comme le dirait l'adage, tant qu'il reste à faire, c'est que rien n'est fait. Et donc, malgré les multiples efforts qui sont faits au profit des populations, il y a toujours des zones d'insatisfaction, étant entendu que chaque Béninois voudrait quand même avoir dans sa poche et directement l'impact de ce qu'on appelle revalorisation salariale, par exemple. Et donc, ceci mis dans cela, ça fait que beaucoup de personnes sont encore insatisfaites. Mais sur l'aspect selon lequel il serait en campagne, moi, je ne suis pas forcément d'accord. Parce que c'est un bilan, c'est des projections qu'il a faites et c'est le chef de l'État qui, dans son adresse, a pu le faire. Et donc, voilà. Calmez-vous. Oui. Si vous permettez. Pourquoi est-ce que le chef de l'État... Et ce sera la dernière. Oui, pourquoi le chef de l'État ne dit pas grâce à ses ministres, mais cite nommément 2 partis politiques qui sont dans un processus électoral et qui, d'ailleurs, depuis 2009, sont ses soutiens. C'est là où je me pose des questions. Il aurait pu dire, grâce à ses ministres, il aurait pu dire, grâce aux députés de l'Assemblée nationale, sans pour autant nommer les partis politiques, d'où viennent ces députés ou ces ministres. Donc pour moi, c'est que quelque part dans un contexte où nous sommes dans un processus électoral et que le chef de l'État en arrive à citer énormément de formations politiques, alors que d'ailleurs même ces 4 formations qui le soutiennent, qui soutiennent son gouvernement. Et au sein de ces formations politiques, bien évidemment, il y a des gens qui sont nommés à des postes de responsabilité. Je ne vais pas citer, je ne vais pas vous apprendre qu'il y a un poste stratégique au sein de l'appareil d'État. Le président du Moël Bénin. Bien évidemment, Claudine Prudentieux a une position stratégique au sein de l'appareil d'État. Mais quand le chef de l'État en arrive à citer ces 2 premières formations politiques, qu'on connaît déjà à qui a sa cause depuis 2019, c'est pour ça que moi je dis, d'une certaine mesure, pour moi, ça donne l'image d'une campagne pour ces 2 formations politiques. Moi, je ne le pense pas parce que, vous savez, le chef de l'État est devant l'Assemblée nationale où sont votées des lois au profit du peuple. Et donc, voilà, c'est dans cette logique qu'il a salué ces 2 formations politiques. Je vous en prie, on ne va pas perdurer dans cet aspect des choses. Il y a beaucoup d'autres éléments qui méritent, en tout cas, d'être analysés par vous, chers éminents analystes. On va y aller. Je sais que le chef de l'État, c'est que le peuple béninois est friand de la politique. Alors, il nous jette un morceau et on commence déjà par se chamailler autour. Je crois que nous, on va en revenir, et bien sûr, à d'autres aspects de ce discours. Un discours quand même assez riche sur tous les plans. Moi, je comprends parfaitement. Et sur le plan économique, par exemple, le chef de l'État a indexé grandement la guerre en Ukraine pour expliquer un peu le renchérissement des coûts. Et puis, le Covid étant passé, c'est aujourd'hui la cause principale, la guerre en Ukraine. Laurent Donnequez. Oui, je crois que les Béninois, en tout cas, au plan mondial, tout le monde était déjà confronté à la cherté de la vie, des difficultés au plan économique et macroéconomique au plan mondial. Ce n'est pas le Bénin seul qui était dans cette situation. Et donc, il faut déjà rétablir la vérité. Parce que pour certains opposants, parfois, c'est les partisans qui gèrent mal le Bénin et qui fait qu'il y a des problèmes. Il faut le reconnaître. Donc, le fait de rappeler ça et de dire aussi que la situation de la Covid-19 s'étant ajouté à la situation et puis la guerre en Ukraine, bien évidemment, tout cela a contribué à rendre la vie difficile aux populations au plan mondial, en tout cas dans bien des pays, surtout notamment les pays en Afrique. Et donc, quand il évoque la question, je crois que c'est bien de le rappeler. Et il faut parler aussi de la résilience du gouvernement béninois parce que, contrairement aux actions qui ont été menées dans d'autres pays, c'est qu'au Bénin, il y a bien d'autres stratégies qui ont été mises en œuvre qui ont permis de ne pas trop subir le choc de ces situations. Oui, aujourd'hui, on peut décerner une sorte de satisfaction au gouvernement béninois pour ce qui a pu être fait dans ce domaine, pour contrer, dans une certaine mesure, les effets de la cherté de la vie. On dira que tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Mais déjà reconnaître que ce qui a été fait est très important. Et on a vu, on a tout fait de critiquer ici pour dire que le gaz coûtait plus cher que ce qu'on avait au Togo. Mais quand la période est passée au Togo, on s'est rendu compte que le gaz au Togo, à un moment donné, coûtait plus cher qu'au Bénin. Et donc, dans une certaine mesure, oui,
c'est à nous aussi, justement, journalistes, parfois, de donner les meilleures informations aux populations à bien des égards. Donc, il faut encourager il faut féliciter le gouvernement pour ce qui se fait aujourd'hui, féliciter et les encourager à mieux faire, surtout le chef de l'État qui, aujourd'hui, est dans une vision, en tout, dans une dynamique pour améliorer la gouvernance du Bénin, dans une vision pour permettre à ce que les Béninois vivent mieux chez eux, dans une vision pour permettre aux Béninois d'avoir de meilleures conditions de vie et de travail. Voilà un peu ce que je peux retenir de cette situation. Laurent, Roland Tonekes, c'est votre avis. On va voir un peu si Stanislas Savran est d'accord avec vous. Alors, vous savez, au plan économique, il y a des efforts qui sont faits. Et la crise russo-ukrainienne, on le sait tous, c'est une crise qui est venue exacerber les difficultés des populations au plan mondial. Et le chef de l'État a bien fait de rappeler dans son discours sur l'état de la nation que cette crise n'épargne aucun pays au monde entier. Et c'est cela même justement ce que nous avons pu remarquer. Parce que, vous savez, la crise russo-ukrainienne a exacerbé les difficultés, que cela soit aux États-Unis d'Amérique, que cela soit en Allemagne, que cela soit en Angleterre, que cela soit en France même. Et quand on suit même les différents sommets internationaux, les différentes rencontres à l'international, la crise russo-ukrainienne a pris une bonne place, que ce soit au sommet de l'ONU, que ce soit au G20. En tout cas, quand les grandes instances de décision au plan mondial se réunissent, il y a toujours que la crise entre la Russie et l'Ukraine est toujours au fronton des discussions. Et donc, cette crise faisant l'actualité, elle est venue exacerber les difficultés, comme je le disais, mais c'est non sans compter avec les mesures d'anticipation, les mesures préventives prises au sein du gouvernement béninois qui ont quand même permis aux uns et aux autres d'anticiper la question. Et aussi à l'État béninois, le chef de l'État l'a rappelé dans son discours, ça a permis à l'État béninois d'injecter plus de 80 milliards de francs CFA justement pour faciliter, pour en tout cas permettre, vous dites? Plus de 130 milliards. Ah d'accord, voilà. Pour permettre... milliards. En termes de subventions État pour permettre à ce que voilà, au niveau de la cherté des coûts des produits sur le marché, que les Béninois puissent avoir une certaine accessibilité par rapport à ça. Donc c'est quand même déjà heureux de voir que des efforts ont été faits dans ce sens-là, même si voilà, il faut en faire davantage. Alors, un aspect important sur lequel le chef de l'État s'est beaucoup attardé dans ce discours, c'est la revalorisation des salaires. On l'attendait depuis des lustres, c'est finalement arrivé et le chef de l'État était particulièrement content d'en parler au cours de ce discours. Mais écoutez, voilà, c'est des éléments qui me rejoignent dans ma position quand je dis que c'est un discours campagne. Parce que vous allez voir, il faut voir le temps que le chef de l'État a consacré en tout cas, à passer sur cette question essentielle. Mais est-ce que le salaire dans la vie d'un homme n'est pas très, très important, n'est pas l'aspect même le plus important, puisque c'est par ce salaire-là qu'il réussit à être un homme, puisqu'il fait face à ses charges, comme cela se doit. Alors, s'il est mal payé, est-ce qu'il pourra? Pourquoi voyez-vous la campagne partout? Non, écoutez, je ne vois pas la campagne partout, parce que le chef de l'État a pris le soin de détailler, en donnant des exemples, en tout cas des illustrations, pour montrer combien de fois, en tout cas, on a fait des efforts. Oui, j'en conviens qu'un effort considérable a été fait. 66% d'augmentation pour un salaire, c'est assez important. 30%, 50%, c'est assez important. Je n'ai jamais dit le contraire. Mais on voit un chef d'État qui communique sur une question essentielle qui, en réalité, pourrait l'arranger dans bien des domaines, bien évidemment. Parce que l'annonce a été faite en décembre 2021. Et il a fallu attendre décembre 2022 pour qu'enfin nous puissions voir la fumée blanche sortie de la présidence, en tout cas après la réunion avec les syndicalistes. Et quand on voit qu'un peu partout sur les réseaux sociaux, les gens ont abordé les mêmes chiffres, les mêmes messages, partagés un peu partout, et que le même chef de l'État vient devant les députés, on arrive à reprendre les mêmes chiffres, avec les mêmes illustrations pratiquement qu'on vous lit sur les réseaux sociaux depuis hier, avec un certain nombre d'éléments en tout cas, qui travaillent pour eux. Donc, je comprends que oui, je ne dis pas que ce qu'il fait, c'est mauvais. Je dis, mais quelque part, c'est ma manière, moi, d'apprécier pour dire, oui, le monsieur a mis tout dans la balance
pour se faire bonne image dans une certaine mesure. Non pas qu'il avait une mauvaise image, mais faire en sorte que les populations comprennent davantage que oui, il fait un travail à la tête de l'État, oui, à la tête de l'État, et que les gens ne devraient pas faire une certaine erreur en continuant à lui tourner dos en pensant qu'il ne fait rien, bien évidemment. Il fait les yeux doux. Ben, évidemment. Sur cet aspect, par exemple, je pense que si le chef de l'État n'avait pas donné des détails, nous aurions été les premiers à dire mais pourquoi sur la question de la revalorisation salariale, il n'a pas donné les détails? Pourquoi n'a-t-il pas donné des exemples, voilà, pour qu'on puisse savoir concrètement combien dans tel corps de métier, à combien serait augmenté tel fonctionnaire. Maintenant qu'il l'a dit, ça pose encore problème. Je pense que nous devons essayer d'analyser les choses autrement. La question de la revalorisation salariale, ces dernières 72 heures, a fait le chou gras de l'actualité, qu'on soit analphabète ou non. Dans les chaumières, dans les hameaux, dans les salons feutrés, c'est ça qui a fait le chou gras. Dans les rues, c'est ça qui a fait le chou gras des discussions. Et il n'était pas, pour moi, en tout cas, hier je le disais sur un autre plateau, il n'était pas pour moi concevable d'attendre un discours du chef de l'État sans aborder de façon précise et profonde la question de la revalorisation salariale. Et ça, qui, en fait, est un succès pour lui, parce que c'était quand même un challenge. Ce n'était pas gagné d'avance, puisqu'il a dit quand même, ça a coûté près de 60 milliards de francs. Oui, justement, c'est pour ça que je dis qu'il y a quand même des efforts qui sont faits. Parce que, souvenez-vous, en décembre 2021, quand il faisait l'annonce, et j'aime souvent à le rappeler, il n'avait pas le fusil sous la tempe quand il faisait l'annonce. Il avait fait l'annonce dans son âme et conscience, j'allais dire. En cherchant à aider les Béninois. Justement, même si, de par le passé, la question de la revalorisation salariale a toujours été l'un des combats forts des syndicalistes sous le régime précédent et tout, mais ne l'oublions surtout pas. C'était dans un contexte où il n'y avait pas de pression outre mesure. Il a décidé en son âme et conscience, voilà, on va passer à la revalorisation des salaires. Et donc l'annonce a été faite et la concrétisation a duré, oui, des mois de négociations, de discussions, d'entrevues avec les partenaires sociaux. Donc c'est bien qu'on en soit arrivé là, mais je pense aussi que les efforts restent à faire pour que, au niveau, parce que même dans la grille de distribution de cette revalorisation, je pense quand même qu'on aurait dû harmoniser les points de vue à certains niveaux, voilà, parce qu'il y a disparité sur certains plans. Mais toujours est-il qu'il y a un début, un effort qui est fait. Et l'autre chose importante, c'est que dès ce mois de décembre 2022, les travailleurs pourront avoir la concrétisation, voilà, ils pourront gagner plus. En termes simples, le chef de l'État a chuté quand même sur ce plan sur un aspect où il a déploré vraiment le caractère bas des salaires au Bénin. Est-ce que c'est quand même pas une manière de reconnaître qu'au Bénin, le fonctionnaire, le travailleur n'est pas encore bien payé? Tout à fait, et c'est ce que je dis justement. Il a eu un discours non seulement dans lequel il a égrené le chapelet de ses actions en fonction des travailleurs, les réformes, mais aussi il a eu le mérite de reconnaître que des choses restent à faire. Parce que oui, globalement, il a dit que les salaires au Bénin sont faibles, voilà, et donc il y a des efforts à faire. Et surtout, j'ai aussi aimé l'appel de pied qu'il a fait au niveau du privé, parce que nous allons sur les mêmes marchés. Quand vous allez au marché d'Antokpa, par exemple, on ne vous dira pas que ce fruit coûte 100 francs pour le public ou 50 francs pour le privé. Donc, les employeurs du privé doivent aussi faire un effort pour réajuster les choses à ce niveau. Voilà. Laurent Tonnet, un dernier mot sur cet aspect? Je voudrais déjà remercier le chef de l'État pour tout ce qui a pu être fait en 2022, bien évidemment, et ce qui se fera en 2023, notamment la construction et la réhabilitation des centres de santé, de 725 centres de santé, les recrutements qui ont été faits en 2022, bien évidemment, et les autres actions, en tout cas le projet Asphaltage 2 qui sera mis en œuvre déjà dès 2023, bien évidemment. Et sur la question de la revalorisation salariale, je continue de dire oui, un effort a été fait, il faut saluer cet effort. Je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas pas de l'effort, mais moi je vois le temps consacré à la question. Mais au-delà de tout, il y a un aspect qui m'a choqué, c'est le fait qu'on dise que les AME seront payés à 11 mois et que les députés applaudissent. On va alors qu'en réalité, ils sont censés défendre les travailleurs. Merci Laurent.
Voilà. Je vous invite pour la suite du débat, si vous le voulez, sur Point 7. Et ce sera déjà demain à partir de 18h. On va poursuivre volontiers l'analyse profonde de ce discours du chef de l'État. Merci à chacun et à tous d'avoir été avec nous. On va laisser le service des programmes prendre, bien sûr, le lead sur Eden Télévision et Diaspora FM. Merci d'avoir été là.